avoir découvert une diversité de modèles de production alimentaire adaptés au milieu urbain, on a voulu mieux comprendre l'engouement des Montréalais pour la chose, mais aussi savoir où on s'en va dans les prochaines années. Je suis donc venue retrouver le professeur associé à l'Institut des sciences de l'environnement de l'UQAM, M. Éric Duchemin, qui est également directeur du laboratoire sur l'agriculture urbaine du même établissement. Monsieur Duchemin, bonjour. Bonjour. Alors, on a des potagers de balcon, sur toit, sur des friches industrielles. On a les jardins communautaires, collectifs. Les déclinaisons sont multiples. Comment est-ce qu'on peut définir la pratique de l'agriculture urbaine, peut-être de façon distincte à ce qu'on aura toujours appelé finalement du jardinage? Oui, en fin de compte, il y a beaucoup de définitions de l'agriculture urbaine, mais moi, j'ai plutôt tendance à prendre une définition assez simple. C'est toute action de jardinage. On parle du jardinage en milieu urbain, mais souvent, on va faire de la production aussi pour la sécurité alimentaire, pour vraiment d'autres choses que le petit jardinage d'auto-alimentation. Et dans l'agriculture urbaine, va s'inclure aussi l'apiculture urbaine, va s'inclure l'introduction des petits animaux de ferme, des poules, l'éco-pâturage. Donc, ça commence à vraiment dépasser. Et ce qu'on se rend compte aussi que l'agriculture urbaine, c'est un mouvement social. Donc, c'est plus que du jardinage dans son jardin. C'est un mouvement social qui veut transformer la ville. Et en ce qu'on sait justement, ce qui aura favorisé cette montée de l'intérêt des Montréalais, mais aussi l'explosion des initiatives auxquelles on a assisté? Bien, je pense qu'il y a plusieurs facteurs. C'est sûr que l'agriculture urbaine est revenue des années 70 à cause du choc pétrolier, des crises économiques. Les crises économiques sont souvent un très fort moteur pour faire revenir l'agriculture urbaine. On l'a vu en Espagne, en Grèce, avec les problèmes économiques qu'ils ont vus. Les gens sont remis à faire du jardinage, sont remis à cultiver la ville parce que l'alimentation est essentielle. Puis est-ce qu'il y a eu différentes étapes à l'évolution du mouvement? Ben oui, il y a beaucoup de mouvements qui sont impliqués un derrière l'autre. Je parlais des années 70, c'est vraiment la sécurité alimentaire, la justice sociale. Dans les années 90, ça a été vraiment plutôt un mouvement de socialisation, de développement, de liens sociaux avec les jardins collectifs pour Montréal, mais aussi pour ailleurs. Dans les derniers mouvements, c'est la question du verdissement de la ville. Et on s'est dit on pourrait verdir grâce à l'agriculture urbaine, grâce au potager. Et les citoyens sont intéressés ou assez impliqués. Donc, on peut maintenant faire des espaces verts qui sont aménagés et entretenus par les citoyens. Et dernièrement, c'est vraiment la question de la saine alimentation et la confiance que les gens peuvent avoir dans ce qu'ils achètent sur le marché. Les gens perdent malheureusement confiance dans ce grand système alimentaire-là. Donc, il y a un engouement aussi pour de la petite production locale où on connaît son fermier. Et la meilleure façon de connaître son fermier, c'est souvent qu'il soit au coin de la rue. Puis 42 des Montréalais disaient déjà en 2013 s'adonner à une quelconque pratique d'agriculture urbaine. Est-ce qu'on sait ce qui motive les gens à s'y mettre, à passer à l'action? Oui, on a fait beaucoup de recherches à ce niveau-là. Et ce qu'on remarque, une des premières raisons, c'est beaucoup le loisir. Mais juste derrière, il y a des questions de saine alimentation et aussi de contact avec l'environnement. La question du contact avec l'environnement, contact avec la terre, mettre la main dans la terre. Et de là, on peut extrapoler aussi, peut-être éduquer les enfants, donc faire une activité ludique où on touche à la terre. Ce qu'on ne faisait plus en ville, parce que dans les parcs, le sol est souvent très, très compacté. C'est vraiment les trois grandes raisons qui font en sorte que les gens pratiquent l'agriculture urbaine. Est-ce qu'on peut dire avec ça qu'on est en train graduellement de voir s'effriter les frontières entre l'urbanité et la ruralité, autant psychologique que physique? Non, je dirais pas que les barrières sont en train de tomber. Je pense plutôt qu'on est en train d'insérer un petit côté rural, mais très sommaire, parce que la ruralité est beaucoup plus que l'agriculture. Mais on est en train de réintégrer une nouvelle forme de verdissement dans la ville. Mais malheureusement, je dirais la barrière rurale et urbaine, qui est une barrière relativement récente. C'est les années 50 qu'on a vraiment décidé de faire une barrière qui est avant tout beaucoup politique, qui est vue par devenir sociale, qui, à mon sens, n'a pas lieu d'être. Mais c'est sûr que les gens qui pratiquent l'agriculture urbaine sont plus conscients du travail qu'un fermier doit fournir. Donc, il y a une meilleure compréhension, ça ne bat pas la frontière, mais je pense que ça permet aux gens de comprendre une réalité haute de producteurs fermiers. Est-ce que Montréal est considéré comme chef de file d'un point de vue international? Pour Montréal, c'est le plus grand programme de jardin communautaire municipal qui existe. C'est quand même plus de 8500 parcelles. Et nous organisons une école d'été et les gens proviennent d'un peu partout à travers le monde, d'Europe, de Belgique, de France. Et on est vraiment... Montréal est reconnu. Le Québec, en soi, est reconnu pour son agriculture urbaine. Même le ministère de l'Agriculture du Québec qui a fait un programme de soutien à l'agriculture urbaine. Quelles sont les attentes réalistes qu'on peut avoir de la capacité de la ville à nourrir ses habitants? L'agriculture urbaine n'a pas pour vocation de nourrir entièrement la ville. Oui, on pourrait le faire.
mais il faudrait couvrir l'entièreté de Montréal et il faudrait aussi mettre beaucoup de citoyens en action parce que les légumes, ça ne se produit pas tout seul. L'agriculture urbaine a plutôt vocation de réussir à produire des aliments de qualité, de proximité, et je pense que cette production-là a un fort potentiel de sensibilisation aussi. Il faut comprendre que la majorité des futurs agriculteurs du Québec vivent en ville. 80 de la population est urbaine. Beaucoup de personnes qui passent en agriculture urbaine veulent finir par avoir une ferme. Ces fermes urbaines-là sont un lieu de formation pour les futurs agriculteurs qui vont aller, après ça, cultiver les terres en périphérie des villes. Et comment, justement, l'agriculture urbaine peut être complémentaire à ce qui se fait déjà en milieu rural pour valoriser le travail aussi des agriculteurs plus traditionnels? Ouais. Réussir à trouver un moyen d'être solidaire, de développer. Je pense que le gouvernement, dans ça, et les municipalités ont un grand rôle de contrôle, d'aider, de voir comment on peut le faire. Mais il y a une logique aussi pourquoi on produit les aubergines et des choses plutôt des plantes tropicales en ville. Mais la ville est plus chaude. Souvent, au Québec, on va les faire en serre. C'est, à mon sens, plus logique de développer une serre sur un toit ou sur un espace déjà minéralisé en ville que d'aller minéraliser des espaces en campagne où le sol a une valeur. Et on oublie cette valeur-là. Et moi, je trouve tout dommage de voir des champs de serre se développer sur des terres agricoles qui pourraient servir à bien d'autres choses, tandis qu'il y a encore beaucoup d'espaces minéralisés dans les villes au Québec. Monsieur Duchemin, merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions. Merci, ça fait plaisir.